Cette femme souffre en silence depuis ton départ. Et elle va prendre une décision. Ce soir, Carl Jung, je veux que tu t'arrêtes une seconde avant de continuer. Pas pour te préparer à quelque chose de dramatique. Pas pour créer une tension artificielle. Mais parce que ce dont je vais parler mérite qu'on soit vraiment là, vraiment présent, et non pas en train de simplement écouter des mots défiler. Il y a quelqu'un, une femme. Et depuis que tu es parti, ou depuis que quelque chose entre vous s'est rompu, ou depuis que la distance s'est installée d'une façon ou d'une autre, elle porte quelque chose. Quelque chose qu'elle ne dit pas. Quelque chose que son visage n'affiche pas quand elle croise des gens. Quelque chose qu'elle a appris à tenir debout, à habiller correctement, à rendre invisible pour le monde extérieur. Mais ce soir, quelque chose est différent. Ce soir, il y a une décision qui se forme en elle. Et Jung aurait dit que cette décision, avant même d'être consciente, avant même d'avoir été formulée dans sa tête à elle, est déjà en train de se prendre dans un endroit bien plus profond que la pensée. Ce que le silence d'une femme contient vraiment. Il y a une erreur que beaucoup d'hommes font, et que beaucoup de femmes font aussi en s'observant elles-mêmes. L'erreur de confondre le silence avec l'absence. De voir quelqu'un qui ne parle pas de sa douleur, et de conclure que la douleur est moins grande, moins réelle, moins profonde que si elle avait été criée. Jung aurait dit que c'est précisément l'inverse. La douleur qui se crie se libère en partie dans le cri. Elle trouve une sortie, même imparfaite, même insuffisante. Elle se déplace. Mais la douleur qui reste silencieuse, qui n'a pas de sortie, qui est tenue à l'intérieur par une combinaison de dignité, de pudeur, de force mal comprise et parfois de honte de souffrir autant, cette douleur-là fait quelque chose de différent. Elle descend. Elle s'installe dans des couches plus profondes de la psyché. Elle devient une présence permanente, souterraine, qui colore tout sans jamais se nommer. Les matins qui commencent avec un poids sans raison évidente, les moments du jour où quelque chose dans l'environnement, une musique, une lumière, une odeur, ramène tout d'un coup à la surface ce qu'on croyait avoir rangé. Les nuits qui sont longues d'une façon particulière quand on est seul avec ce qu'on ne dit à personne. Jung appelait ce processus l'enquistement du complexe. Quand une expérience émotionnelle intense ne peut pas être intégrée, ne peut pas être traversée et mise en mots et partagée, elle forme quelque chose comme un kyste psychique. Un nœud d'énergie non résolu qui reste là, actif, qui consomme des ressources intérieures, qui influence les perceptions et les comportements sans jamais s'annoncer clairement. Elle n'en parle pas, mais elle le porte. Et le porter en silence depuis ton départ lui a coûté quelque chose que tu ne mesures peut-être pas. Pourquoi elle n'a rien dit? La première raison, et peut-être la plus profonde, c'est la dignité. Pas la fierté au sens orgueilleux. La dignité au sens jungien, c'est-à-dire la protection de quelque chose d'essentiel en soi. La conviction, souvent inconsciente, que certaines douleurs ne se montrent pas parce que les montrer serait les trahir, ni parce que les exposer au regard des autres, même bienveillants, leur enlèverait quelque chose. Il y a des femmes qui ont appris très tôt, souvent bien avant de te connaître, que leur souffrance n'était pas bienvenue, qu'elle dérangeait, qu'elle pesait, qu'elle était trop grande pour les espaces disponibles. Alors elles ont appris à la tenir seule, à la faire petite, à sourire dessus, et cette compétence acquise si jeune, si profondément ancrée, s'active automatiquement même dans les moments où elle n'est plus nécessaire. La deuxième raison, c'est la peur de ce que dire la douleur pourrait provoquer. Pas seulement la peur du rejet, bien que ça aussi existe, mais une peur plus subtile. La peur que nommer ce qu'elle ressent le rende encore plus réel. Ou qu'il y ait quelque chose de protecteur dans le fait de ne pas encore tout à fait reconnaître l'amplitude de ce que son départ a fait. Comme si garder la douleur informulée la gardait aussi légèrement réversible. Comme si le jour où elle mettrait des mots dessus, ce serait définitif d'une façon qu'elle n'est pas encore sûre de vouloir que ce soit. Et la troisième raison, celle que Jung aurait peut-être nommée en premier, c'est qu'elle ne sait pas tout à fait à qui le dire. Le réseau social peut être là, les amis peuvent exister, la famille peut être présente, mais il y a une spécificité de ce qu'elle porte qui ne correspond pas tout à fait à ce que ces espaces peuvent recevoir. Ce qu'elle ressent pour toi, la façon dont ton absence s'est installée dans sa vie, la façon dont elle continue à occuper une place dans sa pensée et dans son corps, tout ça est à la fois trop intime et trop complexe pour la plupart des conversations disponibles. Alors elle s'est tue.
Et dans ce silence, quelque chose a mûri. Ce que la souffrance en silence fait à une femme avec le temps. Jung avait une compréhension de la psyché féminine, notamment à travers ce qu'il appelait l'anima et ses travaux sur les archétypes du féminin, qui étaient à la fois profondes et respectueuses d'une complexité que beaucoup de ses contemporains réduisaient. Il avait observé que la psyché féminine, quand elle souffre en silence sur une longue période, ne reste pas statique. Elle travaille. Elle digère. Elle transforme. Pas toujours de façon consciente, pas toujours de façon linéaire, mais elle ne s'arrête pas. Et ce travail intérieur silencieux mène quelque part. Il mène vers un point de basculement. Un moment où ce qui a été tenu si longtemps, retenu, comprimé, commence à chercher une résolution. Pas nécessairement une résolution bruyante, pas nécessairement une confrontation, pas nécessairement un drame, mais une résolution. Un mouvement vers quelque chose de différent. Et ce mouvement, quand il vient du fond de la psyché, après avoir été préparé dans le silence sur une longue durée, est d'une nature particulière. Il n'est plus réactif. Il n'est plus dans l'émotion immédiate de la douleur fraîche. Il est quelque chose de plus posé, de plus ancré, de plus définitif que ça. Jung appelait cela le passage par l'individuation dans la souffrance. Le moment où une personne, après avoir traversé suffisamment de douleur, mais après avoir été suffisamment longtemps dans le creuset de quelque chose de difficile, émerge non pas inchangée, non pas guérie de tout, mais différente. Plus centrée sur elle-même, plus claire sur ce dont elle a besoin, plus capable de distinguer ce qui la nourrit de ce qui l'épuise. C'est là où elle est ce soir. La décision qui se forme. Je veux être précis sur ce que j'entends par décision, parce que ce n'est pas nécessairement ce à quoi tu penses en premier. Ce n'est pas forcément une décision sur toi. Ce n'est pas forcément une décision de te contacter ou de définitivement couper ou de pardonner ou de ne pas pardonner. La décision qui se forme en elle ce soir est peut-être plus fondamentale que toutes ces options-là. C'est une décision sur elle-même. Après tout ce temps à tenir la souffrance seule, et après tout ce temps à occuper un espace intérieur habité en partie par ce que vous avez été l'un pour l'autre et par ce que ton départ a laissé, quelque chose en elle est en train de se demander si elle peut continuer à vivre comme ça. Si ce silence est tenable. Si ce qu'elle s'est imposé de porter seule mérite d'être continué. Ou si quelque chose doit changer. Et la décision qui se forme, dans sa forme la plus profonde, est peut-être simplement celle-ci. Est-ce que je continue à attendre quelque chose de l'extérieur pour que quelque chose change en moi? Ou est-ce que je commence à me donner à moi-même ce dont j'ai besoin, indépendamment de ce que lui choisit? Jung aurait reconnu ce moment immédiatement. C'est le moment charnière dans le processus d'individuation d'une femme. Le moment où l'énergie qui était orientée vers l'autre, vers l'attente de l'autre, vers la gestion de la relation avec l'autre, commence à se retourner vers soi, vers ce qu'elle est, vers ce qu'elle veut, vers ce dont elle est capable, indépendamment de ta présence ou de ton absence. Ce n'est pas un moment de colère. Ce n'est pas un moment de rancœur. C'est quelque chose de plus calme et de plus puissant que ça. C'est le moment où une femme décide, souvent pour la première fois vraiment, de se choisir elle-même. Ce que ton départ a réveillé en elle que tu ne savais peut-être pas. Voici quelque chose que Jung aurait dit avec une attention particulière. Les grandes douleurs relationnelles ne créent pas seulement une absence. Elles créent aussi une révélation. Quand quelqu'un que tu aimes part, ou quand quelque chose entre vous se brise de façon significative, or la douleur qui suit met en lumière des choses qui étaient là avant, mais que la présence de la relation permettait de ne pas voir aussi clairement. Des besoins qui n'étaient pas nommés. Des parties de soi-même qui avaient été mises en veilleuse au profit de la relation. Des forces qui n'avaient pas eu d'espace pour se développer parce qu'on était trop occupé à gérer la dynamique de l'autre. Des désirs profonds, des aspirations, des directions de vie qui attendaient, patiemment, que l'espace se libère pour exister. Ton départ, aussi douloureux qu'il ait été, et qu'il continue peut-être d'être pour elle, a créé cet espace. Involontairement. Non pas comme un cadeau conscient, non pas comme quelque chose que tu as voulu lui donner, mais comme une conséquence de ce qui s'est passé. Et dans ce vide que ton absence a créé, des choses ont commencé à pousser. Des choses d'elle. Des choses qui lui appartiennent entièrement. Des prises de conscience, des envies, des redécouvertes de parties d'elle-même qu'elle avait peut-être perdues de vue ou sacrifiées d'une façon ou d'une autre pendant que vous étiez ensemble. Ce n'est pas une critique de ce que vous avez été.
C'est simplement la logique de la psyché humaine, telle que Jung la comprenait. Toute relation, même la plus belle, exige une certaine adaptation de soi à l'autre. Et la fin d'une relation, même la plus douloureuse, libère de l'espace pour une réappropriation de soi. Elle a souffert. Oui, et dans cette souffrance, elle a aussi commencé à se retrouver. Ce que Jung dirait sur ce que tu ressens en lisant ceci. Parce que tu es là, à lire ou à écouter ça. Et cette présence-là dit quelque chose. Alors peut-être que tu penses à elle. Peut-être que cette description de ce qu'elle traverse résonne avec quelque chose que tu pressentais ou que tu savais sans te l'avouer vraiment. Peut-être qu'il y a une partie de toi qui voudrait faire quelque chose, dire quelque chose, réparer quelque chose, et une autre partie qui ne sait pas si c'est la bonne chose à faire, si c'est le bon moment, si tu as le droit. Jung t'aurait posé la question que lui seul s'est posée avec cette précision-là. Qu'est-ce que cette situation te révèle sur toi? Pas sur elle, pas sur ce qu'elle ressent ou ce qu'elle va décider. Sur toi, sur ce que ton départ a coûté. Pas seulement à elle, mais à ce que tu es toi-même. Sur ce que tu portes depuis. En silence toi aussi peut-être. D'une façon différente de la sienne, mais réelle quand même. Parce que dans sa vision de la psyché humaine, les deux personnes d'une relation qui se rompt traversent quelque chose. Les deux sont touchés. Les deux portent quelque chose. Et les deux ont, à leur façon, quelque chose à traverser, quelque chose à comprendre, quelque chose à intégrer avant de pouvoir vraiment avancer. La question n'est pas qui a souffert le plus. Cette question ne mène nulle part. La vraie question est, qu'est-ce que cette expérience vous a demandé à tous les deux? Et est-ce que tu as fait ce travail-là? Ce que la décision de ce soir signifie vraiment pour vous deux. Voici la vérité que Jung aurait dite avec cette douceur directe qui lui était propre. La décision qu'elle prend ce soir, quelle qu'elle soit dans ses détails concrets, est un signal. Un signal que quelque chose a mûri. Que la période de transit, si celle où on porte la douleur sans encore savoir où elle mène, commence à se refermer. Et qu'un nouveau chapitre commence à s'ouvrir. Ce nouveau chapitre peut vous inclure tous les deux, si vous êtes tous les deux prêts à y entrer différemment. Non pas comme une répétition de ce qui était, non pas comme un retour à ce qui s'est brisé, mais comme quelque chose de neuf, construit sur une compréhension différente de ce que vous êtes chacun et de ce que vous pourriez être ensemble. Où ce nouveau chapitre peut ne concerner qu'elle, si ce qui doit être résolu se résout à l'intérieur d'elle-même, indépendamment de toi. Si la décision de ce soir est celle de recommencer à s'appartenir pleinement, de rediriger vers sa propre vie l'énergie qui était restée suspendue entre vous. Dans les deux cas, quelque chose de nécessaire se passe. Ouais, dans les deux cas, la psyché fait ce qu'elle fait toujours quand on lui en laisse le temps. Elle cherche la complétude. Elle cherche l'intégration. Elle cherche à transformer la douleur brute en quelque chose qui a du sens, qui enseigne, qui permet à la personne de devenir un peu plus entièrement elle-même. Ce que tu dois vraiment comprendre. Si cette femme occupe une place dans tes pensées ce soir, si quelque chose dans ce que je viens de dire a résonné avec quelque chose que tu sais ou que tu ressens, alors il y a une chose que Jung aurait voulu que tu entendes clairement. Le silence de quelqu'un qui souffre n'est pas une permission. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas crié sa douleur, pas parce qu'elle a continué à fonctionner, pas parce qu'elle n'a peut-être pas montré à quel point ton départ l'a touché, que ce départ était sans conséquence. Le silence de la souffrance est souvent la forme que prend la souffrance la plus profonde. Et si une partie de toi sait ça, si une partie de toi sait qu'elle porte quelque chose depuis que tu es parti, alors cette connaissance-là est aussi une information sur toi. Sur ce que vous avez représenté l'un pour l'autre. Sur ce qui est peut-être encore là, non résolu, non traversé, en attente. Jung disait que l'inconscient est patient. Il n'oublie pas. Il n'efface pas. Il attend que les conditions soient réunies pour que ce qui n'a pas été terminé puisse l'être. Ce soir, quelque chose en elle cherche à terminer quelque chose. La vraie question est-ce que tu en fais partie? Et si oui, de quelle façon? Pas de la façon d'avant, pas avec les mêmes schémas, pas avec les mêmes angles morts, mais d'une façon qui tient compte de ce que cette traversée vous a appris à tous les deux sur ce que vous êtes vraiment. Cette réponse-là, personne ne peut te la donner. Ni moi, ni Jung, ni aucune voix extérieure. Elle est en toi. Elle l'a toujours été. Et peut-être que ce soir, pendant qu'elle prend sa décision, c'est aussi le bon moment pour toi de commencer à regarder la tienne en face. Cette femme souffre en silence depuis ton départ.
Et elle va prendre une décision. Ce soir, Carl Jung. Je veux que tu t'arrêtes une seconde avant de continuer. Pas pour te préparer à quelque chose de dramatique. Pas pour créer une tension artificielle. Mais parce que ce dont je vais parler mérite qu'on soit vraiment là, vraiment présent, et non pas en train de simplement écouter des mots défiler. Il y a quelqu'un, une femme. Et depuis que tu es parti, ou depuis que quelque chose entre vous s'est rompu, ou depuis que la distance s'est installée d'une façon ou d'une autre, elle porte quelque chose. Quelque chose qu'elle ne dit pas. Quelque chose que son visage n'affiche pas quand elle croise des gens. Quelque chose qu'elle a appris à tenir debout, à habiller correctement, à rendre invisible pour le monde extérieur. Mais ce soir, quelque chose est différent. Ce soir, il y a une décision qui se forme en elle. Et Jung aurait dit que cette décision, avant même d'être consciente, avant même d'avoir été formulée dans sa tête à elle, est déjà en train de se prendre dans un endroit bien plus profond que la pensée. Ce que le silence d'une femme contient vraiment. Il y a une erreur que beaucoup d'hommes font, et que beaucoup de femmes font aussi en s'observant elles-mêmes. L'erreur de confondre le silence avec l'absence. De voir quelqu'un qui ne parle pas de sa douleur et de conclure que la douleur est moins grande, moins réelle, moins profonde que si elle avait été criée. Jung aurait dit que c'est précisément l'inverse. La douleur qui se crie se libère en partie dans le cri. Elle trouve une sortie, même imparfaite, même insuffisante. Elle se déplace. Mais la douleur qui reste silencieuse, qui n'a pas de sortie, qui est tenue à l'intérieur par une combinaison de dignité, de pudeur, de force mal comprise et parfois de honte de souffrir autant, cette douleur-là fait quelque chose de différent. Elle descend. Elle s'installe dans des couches plus profondes de la psyché. Elle devient une présence permanente, souterraine, qui colore tout sans jamais se nommer. Les matins qui commencent avec un poids sans raison évidente, les moments du jour où quelque chose dans l'environnement, une musique, une lumière, une odeur, ramène tout d'un coup à la surface ce qu'on croyait avoir rangé. Les nuits qui sont longues d'une façon particulière quand on est seul avec ce qu'on ne dit à personne. Jung appelait ce processus l'enquistement du complexe. Quand une expérience émotionnelle intense ne peut pas être intégrée, ne peut pas être traversée et mise en mots et partagée, elle forme quelque chose comme un kyste psychique. Un nœud d'énergie non résolu qui reste là, actif, qui consomme des ressources intérieures, qui influence les perceptions et les comportements sans jamais s'annoncer clairement. Elle n'en parle pas, mais elle le porte. Et le porter en silence depuis ton départ lui a coûté quelque chose que tu ne mesures peut-être pas. Pourquoi elle n'a rien dit? La première raison, et peut-être la plus profonde, c'est la dignité. Pas la fierté au sens orgueilleux. La dignité au sens jungien, c'est-à-dire la protection de quelque chose d'essentiel en soi. La conviction, souvent inconsciente, que certaines douleurs ne se montrent pas parce que les montrer serait les trahir, ni parce que les exposer au regard des autres, même bienveillants, leur enlèverait quelque chose. Il y a des femmes qui ont appris très tôt, souvent bien avant de te connaître, que leur souffrance n'était pas bienvenue, qu'elle dérangeait, qu'elle pesait, qu'elle était trop grande pour les espaces disponibles. Alors elles ont appris à la tenir seule, à la faire petite, à sourire dessus, et cette compétence acquise si jeune, si profondément ancrée, s'active automatiquement même dans les moments où elle n'est plus nécessaire. La deuxième raison, c'est la peur de ce que dire la douleur pourrait provoquer. Pas seulement la peur du rejet, bien que ça aussi existe, mais une peur plus subtile. La peur que nommer ce qu'elle ressent le rende encore plus réel. Ou qu'il y ait quelque chose de protecteur dans le fait de ne pas encore tout à fait reconnaître l'amplitude de ce que son départ a fait. Comme si garder la douleur informulée la gardait aussi légèrement réversible. Comme si le jour où elle mettrait des mots dessus, ce serait définitif d'une façon qu'elle n'est pas encore sûre de vouloir que ce soit. Et la troisième raison, celle que Jung aurait peut-être nommée en premier, c'est qu'elle ne sait pas tout à fait à qui le dire. Le réseau social peut être là, les amis peuvent exister, la famille peut être présente, mais il y a une spécificité de ce qu'elle porte qui ne correspond pas tout à fait à ce que ces espaces peuvent recevoir. Ce qu'elle ressent pour toi, la façon dont ton absence s'est installée dans sa vie, la façon dont elle continue à occuper une place dans sa pensée et dans son corps, tout ça est à la fois trop intime et trop complexe pour la plupart des conversations disponibles. Alors elle s'est tue. Et dans ce silence, quelque chose a mûri.
Ce que la souffrance en silence fait à une femme avec le temps. Jung avait une compréhension de la psyché féminine, notamment à travers ce qu'il appelait l'anima et ses travaux sur les archétypes du féminin, qui étaient à la fois profondes et respectueuses d'une complexité que beaucoup de ses contemporains réduisaient. Il avait observé que la psyché féminine, quand elle souffre en silence sur une longue période, ne reste pas statique. Elle travaille. Elle digère. Elle transforme. Pas toujours de façon consciente, pas toujours de façon linéaire, mais elle ne s'arrête pas. Et ce travail intérieur silencieux mène quelque part. Il mène vers un point de basculement. Un moment où ce qui a été tenu si longtemps, retenu, comprimé, commence à chercher une résolution. Pas nécessairement une résolution bruyante, pas nécessairement une confrontation, pas nécessairement un drame, mais une résolution. Un mouvement vers quelque chose de différent. Et ce mouvement, quand il vient du fond de la psyché, après avoir été préparé dans le silence sur une longue durée, est d'une nature particulière. Il n'est plus réactif. Il n'est plus dans l'émotion immédiate de la douleur fraîche. Il est quelque chose de plus posé, de plus ancré, de plus définitif que ça. Jung appelait cela le passage par l'individuation dans la souffrance. Le moment où une personne, après avoir traversé suffisamment de douleur, mais après avoir été suffisamment longtemps dans le creuset de quelque chose de difficile, émerge non pas inchangée, non pas guérie de tout, mais différente. Plus centrée sur elle-même, plus claire sur ce dont elle a besoin, plus capable de distinguer ce qui la nourrit de ce qui l'épuise. C'est là où elle est ce soir. La décision qui se forme. Je veux être précis sur ce que j'entends par décision, parce que ce n'est pas nécessairement ce à quoi tu penses en premier. Ce n'est pas forcément une décision sur toi. Ce n'est pas forcément une décision de te contacter ou de définitivement couper ou de pardonner ou de ne pas pardonner. La décision qui se forme en elle ce soir est peut-être plus fondamentale que toutes ces options-là. C'est une décision sur elle-même. Après tout ce temps à tenir la souffrance seule, et après tout ce temps à occuper un espace intérieur habité en partie par ce que vous avez été l'un pour l'autre et par ce que ton départ a laissé, quelque chose en elle est en train de se demander si elle peut continuer à vivre comme ça. Si ce silence est tenable. Si ce qu'elle s'est imposé de porter seule mérite d'être continué. Ou si quelque chose doit changer. Et la décision qui se forme, dans sa forme la plus profonde, est peut-être simplement celle-ci. Est-ce que je continue à attendre quelque chose de l'extérieur pour que quelque chose change en moi? Ou est-ce que je commence à me donner à moi-même ce dont j'ai besoin, indépendamment de ce que lui choisit?